La question de l'emploi des jeunes reste l'une des préoccupations majeures des autorités ivoiriennes. C'est justement pour en parler que le comité présidentiel sur l'emploi des jeunes s'est réuni ce vendredi au palais présidentiel. Une réunion présidée par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le président de la République avec à ses côtés quelques membres du gouvernement, notamment le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ainsi que des responsables œuvrant pour l'épanouissement de la jeunesse. La réunion de ce vendredi a notamment permis de plancher sur des stratégies à mettre en place pour parvenir à réduire considérablement le taux de chômage en Côte d'Ivoire. Nous avons débattu ce matin autour de la question de la centralisation des ressources qui sont mises à la disposition de ce projet-là de réduction du chômage. Et ce qui ressort des échanges que nous venons d'avoir, c'est qu'il va être créé une structure unique, qui permettra donc d'améliorer les conditions, d'améliorer également l'efficacité de l'utilisation des ressources mises à la disposition de notre pays par le budget de l'État et par les bailleurs de fonds, et qui permettra également de rationaliser les coûts de gestion de cette problématique. Cette structure aura également un meilleur ancrage institutionnel, et cette structure va intégrer également les bailleurs de fonds, le secteur privé et les banques pour avoir une meilleure efficacité. Le Premier ministre et les ministres qui sont en charge de la question de l'emploi ont été instruits par le chef de l'État pour poursuivre la réflexion. Donc des réunions auront lieu dans les prochaines semaines, l'objectif étant qu'à la fin du premier trimestre 2015, au plus tard, nous puissions venir avec des propositions qui sont concrètes, qui sont pragmatiques, et qui permettent durablement, en tout cas, de donner du travail à nos jeunes. La Côte d'Ivoire aspirant à être un pays émergent, la jeunesse pour le gouvernement et le chef de l'État, le président Alassane Ouattara apparaît comme l'un des maillons essentiels sur lesquels il faut miser pour atteindre ce but. Que deviennent les diplômés de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'enseignement supérieur après leurs études? La question préoccupe l'AGEP, l'Agence d'études et de promotion de l'emploi. Une étude est en cours afin de recueillir des données fiables pour mieux orienter les politiques d'emploi. Les informations issues de ces statistiques contribuent à rendre plus pertinentes et plus efficientes les mesures visant à réduire les taux de chômage et de sous-emploi des jeunes diplômés. L'enquête emploi 2014 révèle que le taux de chômage en Côte d'Ivoire est de 26,5% et les diplômés de l'enseignement supérieur sont les plus touchés. Selon Ngo Bakayoko, représentant le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, cette étude arrive donc à point nommé. Quand on aura tous les éléments, tous les résultats donc de l'étude, on saura alors s'il faille supprimer certaines filières, supprimer certains diplômes, pour donc ne retenir que les diplômes qui intéressent les entreprises ou bien les filières qui intéressent les entreprises. L'employabilité des jeunes diplômés, l'une des priorités du gouvernement ivoirien, s'inscrit dans la nouvelle stratégie de développement du capital humain de la BAD pour la période 2014-2018, selon les représentants de l'institution à cette cérémonie. C'est pourquoi cette étude sur le devenir des diplômés de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ainsi que de l'enseignement supérieur est financée par la BAD, qui entend soutenir toutes les initiatives du gouvernement ivoirien visant à trouver une solution au chômage. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, vient d'abriter la 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette rencontre qui a duré 3 jours a été l'occasion pour les experts et membres de la société civile d'examiner et d'apprécier toutes les questions susceptibles d'avoir un impact social dans l'Union. Au titre des recommandations, on peut citer, entre autres, l'acte communautaire visant à encourager les États membres à prendre des mesures appropriées pour la mise en place des cadres du dialogue social. Koneki Peya Brahima, représentant le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle Dosso Moussa, s'est dit heureux de la délocalisation de cette rencontre à Abidjan. Je me réjouis, au terme de ces travaux, que les participants aient fait une recommandation forte quant à la mise en place d'une commission spécifique dédiée à la problématique de l'emploi. Je me réjouis également que les assises d'Abidjan aient pu recommander un partenariat dynamique entre les institutions du secteur privé, mais également la société civile,
afin que par un dialogue constant et soutenu, nous puissions dans nos États prévenir les situations de crise. La présidente du Conseil, Koulibaly Bintou, pour les 4 années à venir, situe l'opinion sur ses ambitions. Je m'emploierai, puisque les bureaux précédents ont eu à charge d'installer la structure, de l'organiser. Maintenant, nous qui arrivons, nous serons plus tournés vers l'opérationnel, vers le développement d'activités qui devront pouvoir renforcer le dialogue social, permettre de faire plus de prévention des crises sociales et éventuellement plus de règlements, un règlement plus efficace des crises sociales. Les participants, quant à eux, expriment leur satisfaction. Les participants à cette 5e Assemblée générale du Conseil du travail et du dialogue social ont tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara. Au cours de la conférence tenue, l'Observatoire social international Afrique subsaharienne, OSIAS, entend apporter à travers son expertise un mieux-être aux Ivoiriens. Cette rencontre inaugurale marque le démarrage effectif de ces activités. Aïcha Bouloud, la conférencière, a expliqué les principes qui fondent cette structure associative et également les avantages qu'elle apportera à notre pays. Nous réunissons, nous, société civile, associations, économiques, patrons, acteurs économiques, acteurs de développement, en nous associant, en posant les bases, en mettant en place des propositions de solutions idoines, nous pourrons remonter des propositions de stratégie, un plan d'action vers les pouvoirs publics pour répondre réellement aux besoins qui s'opposent à nous. L'OSIAS s'est engagé à faire valoir les droits à l'éducation, à la formation et au bien-être. Il compte se donner les moyens d'être une force afin de jouer son rôle de veille sociale. Un engagement qui cadre bien avec celui du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME. Tout ce qui peut nous permettre de contribuer à l'émergence qui est si chère au ministre et au président de la République, M. Alassane Ouattara, ne peut qu'avoir la caution du ministre, ne peut qu'avoir la caution de toute personne soucieuse du développement économique et social. L'Observatoire international social de l'Afrique subsaharienne est issu de l'OSI, à l'initiative de GDF Suez et de Jean Caspar, conseiller en stratégie sociale. La section Côte d'Ivoire est dirigée par Mme Saran Ouattara, directrice générale de la Nature. De la brume, un vent chaud et sec, la peau et les lèvres qui sèchent. Aucun doute, nous sommes en période d'harmattan. Durant cette période, l'on a recours à différents moyens pour se protéger du vent, entre autres, des pommades et des glosses pour les lèvres. Pour le corps, on opte plutôt pour des vêtements chauds, entre autres, boléro, pull-over, écharpe ou encore des blousons. On se réveille le matin, on a froid tout de suite, donc on est obligé de se vêtir par rapport au temps. Certaines personnes exagèrent, ils exagèrent en profitant justement de cette période-là pour s'habiller de façon extravagante. Par rapport à la santé qui est fragile, le temps il est sec avec beaucoup de poussière. Donc déjà, il faut protéger le corps et puis bon, pour éviter deux fois d'avoir froid après et tomber malade. C'est à croire que mode et harmattan sont une combinaison qui ne marche pas. Restez sobre parce que pour éviter même surtout qu'on croit que vous êtes en Europe, parce que quand vous commencez à porter des pulls avec des cols roulés, bon, ça dénote encore, hein, ça dénote. Sinon, on n'a pas besoin de se mettre en col roulé pour protéger le froid. Pour se protéger, il faut toujours avoir un sous-corps capable avec les manches, ça vous protège avant de porter n'importe quel vêtement. L'harmattan est un temps très rude, néanmoins, l'on doit faire l'effort de rester protégé et bien habillé. C'est le lieu de rappeler que l'harmattan est un vent très sec et poussiéreux d'Afrique de l'Ouest qui souffle vers le sud en provenance du Sahara. Il débute généralement fin novembre jusqu'au milieu du mois de mars. Yopougon Ndokwa, résidence de feu Laurent Akiassi, ex-professeur titulaire de botanique à la faculté des sciences et techniques de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au nombre des actions menées par l'homme, la constitution de l'herbier du Centre national floristique de l'université de Cocody. Près de 22 000 espèces végétales dans ce jardin botanique. Un an après sa mort, on songe déjà à l'héritage à léguer aux générations futures. La résidence du défunt transformée désormais en institut botanique Akiassi d'Ndokwa. On a essayé de prendre des contacts pour essayer de valoriser le patrimoine qu'il nous a laissé. Il nous a légué un herbier. Cet herbier permet de reconstituer la flore ivoirienne. Bon, pour le moment, ces herbiers sont encore entassés.
On est en train de chercher les moyens pour essayer de les coller, reconstituer, les numériser. On a également une bibliothèque, une collection de milliers d'ouvrages qui nous a légués également. Et nous souhaiterons mettre en place une bibliothèque à la disposition du monde scientifique, du public. Le professeur Akéassi n'est plus, mais les recherches se poursuivent pour la pérennisation et la valorisation sur la flore africaine. J'ai en charge le département de la recherche des plantes médicinales et de la production des médicaments traditionnels améliorés. Nous investissons le terrain de la pharmacopée traditionnelle dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire et nous essayons d'identifier les plantes médicinales utilisées par nos parents pour soigner les différentes pathologies en milieu communautaire. Un an après le décès, je pense que l'avenir n'est pas totalement sombre. Beaucoup de travaux ont été faits, mais il reste à nous, jeunes, de nous en accaparer et puis d'en faire une meilleure promotion. En termes d'acquis, l'Institut botanique dispose entre autres de plus de 300 mémoires de thèse et un herbier d'environ 1000 exemplaires. Occupation judicieuse du terrain, solidarité dans les mouvements d'anticipation et relance intelligente, Hervé Renard met des accents aigus sur une préparation intensive de 9 jours et ponctuée d'un deuxième match amical ce jeudi face à la Suède. Au bout de ce temps de regroupement, le sélectionneur ivoirien relève la bonne disposition d'esprit de ses joueurs. Ce qu'il faut retenir de très positif, c'est l'énergie mise par les joueurs, leur sérieux, leur professionnalisme. Donc de ce côté-là, il n'y a eu aucun souci, c'est déjà très important. La défense des éléphants de Côte d'Ivoire reste le secteur souciogène de l'équipe, des soucis qui sont en train de se dissiper. Il y a du progrès. Alors dans une Coupe d'Afrique, il ne faut pas seulement du progrès, il faut être très hermétique. On se rappelle en 2012, la Côte d'Ivoire n'avait pas pris un but jusqu'en finale et pendant tout le tournoi. Donc quand on veut prétendre à gagner quelque chose, il faut vraiment être très solide défensivement. Hervé Renard a-t-il désormais idée de son 11 nominal? Là-dessus, l'entraîneur ivoirien est à la fois taquin et ironique. J'ai une idée, mais je fais exprès de vous brouiller les pistes un peu pour vous. Comme ça, vous regardez. Non, mais pas celui-là, tiens. Mais vous savez, quand vous êtes entraîneur, il faut penser au groupe. Vous avez des joueurs qui s'entraînent difficilement, qui font les efforts. Et si vous les laissez de côté tout le temps, à un moment donné, quand vous aurez besoin d'eux, eh ben, ils ne seront plus là, ils répondront plus présents. Donc il faut... Un groupe de 23, c'est bien, mais c'est pas facile à gérer. Il y a des états d'âme au bout de à fur et à mesure la compétition va avancer, donc il faut bien être très attentif à tous ces petits aspects. C'est le 20 janvier prochain que les éléphants de Côte d'Ivoire entrent en lice au Nuevo Estadio de Malabo face au Sili National de Guinée, une équipe que Renard connaît bien. Je la connais parfaitement bien puisque c'est un ami avec qui j'ai joué il y a très très longtemps qui est entraîneur, Michel Dussuyer. Leur point fort, c'est que le coach est avec cette équipe depuis 4 ans et demi. Donc il connaît très très bien cet effectif. Surtout pas se réjouir de la défaite contre le Sénégal, puisque ça ne reste que des matchs amicaux. Et l'important c'est d'être prêt le 20. Mais si on fait ce qu'on sait faire, si on met toute l'énergie qu'on peut mettre, si la cohésion est présente, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas un bon tournoi. Les éléphants de Côte d'Ivoire quittent Abu Dhabi le vendredi 16 janvier pour Malabo, en Guinée équatoriale. Malgré Ebola, elle aura bien lieu. Malgré le virus qui a déjà fait plus de 8000 morts dans l'ouest du continent, la Coupe d'Afrique des Nations a été maintenue, mais pas là où elle aurait dû se jouer. Le Maroc s'est retiré de la partie se disant incapable de faire face à l'afflux de supporters que génère un tel événement. Je crois qu'on n'est pas outillé et je vois mal le pays qui est outillé aujourd'hui pour pouvoir assurer le suivi, la sécurité et le contrôle d'un nombre aussi important que ça. C'est aussi l'avis de nombreux opposants en Guinée équatoriale qui ont dénoncé la décision de leur président d'organiser la CAN à la place du Maroc. Ce petit pays situé entre le Cameroun et le Gabon a été jusqu'ici épargné par l'épidémie qui a touché près de 21 000 personnes, essentiellement en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée, seul de ces 3 pays à s'être qualifiés pour la CAN.
Et le gouvernement assure que la situation ne changera pas avec l'arrivée d'équipes et de supporters venus de tout le continent. Nous allons appliquer les consignes de l'Organisation mondiale de la santé pour que la prévention soit au cœur de ce que fait le Comité national de vigilance d'Ebola en Guinée équatoriale. Des tests de température seront effectués sur tous les passagers à leur descente d'avion à Malabo, la capitale. 3 centres d'isolement pour d'éventuels cas suspects devaient être construits et le gouvernement guinéen a recruté 50 médecins cubains pour renforcer son dispositif de prévention. Malgré la menace Ebola, aucun pays ou joueur n'a refusé de prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations.